Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actu des nouvelles technologies. Nous sommes le 23 novembre 2022 et c'est l'épisode 298. On continue notre voyage dans cet épisode dans la fabuleuse épopée des intelligences artificielles génératrices d'images, les myriages. Je sais que le nom commence à se répandre un petit peu au travers de plusieurs discussions, donc c'est très cool, au moins sur Discord en tout cas. Et puis on continue aussi à suivre ce qui se passe du côté de Twitter suite au rachat d'Elon Musk. J'ai l'impression que le programme ressemble un petit peu d'épisode en épisode, mais ça fait le gros de l'actu. Et puis si vous voulez entendre parler d'autre chose, je vous invite évidemment à vous abonner au podcast pour être sûr d'écouter le supplément de Tech Café où on parle aussi d'autre chose. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Mais ça va très bien, écoute, voilà, c'est oui, effectivement, si c'est pour se plaindre, c'est à moi. Oui, voilà, vous pouvez envoyer vos mails de réclamation à Guillaume Poggiaspala, mais faites-le en connaissance de cause parce qu'il anime également le contenu du supplément que vous retrouvez là aussi chaque semaine. Donc voilà, vous pourrez l'incriminer pour ça aussi. On enregistre pour une fois un épisode un mercredi après-midi. On a un petit changement d'agenda. D'habitude, on enregistre le mardi soir. Alors, ça va pas changer grand-chose pour vous, mis à part le fait que vous aurez l'épisode un tout petit peu plus tard que d'habitude. Et nous, on enregistre alors qu'il fait soleil. Peut-être pas pour très longtemps, mais il fait soleil. Donc, ça change un petit peu les humeurs. Je parle pour toi, mais... Oui, je parle pour moi. En tout cas, il fait pas nuit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, je voulais faire un appel à participation parce que, comme vous l'avez entendu, on est là en train d'enregistrer l'épisode 298. Donc, dans 2 épisodes, logique, on sera l'épisode numéro 300. Ce qui est un chiffre rond et ce qui est toujours un petit peu le prétexte pour faire des événements, un petit peu, des épisodes un petit peu légèrement différents. Et ce que je voulais vous proposer de faire, c'est de nous envoyer un message audio en 1 minute quoi. Vous pouvez être un petit peu plus long, mais faites pas des trucs trop longs non plus pour pas que ce soit des segments à rallonge que vous pouvez nous envoyer par mail. Alors en plus c'est super simple, hein. Maintenant on peut envoyer des fichiers audio par WeTransfer, From Smash, enfin bon, il y a plein de moyens d'envoyer des fichiers audio. Vous pouvez donc envoyer une petite bafouille de votre part qui nous fait part de votre relation à Tech Café, les souvenirs que vous en avez, ce que vous en apprenez, ce qui vous fait sourire, etc. Et puis vous les envoyez. Alors moi je peux recevoir ça sur l'adresse mail guillaume@techcafé.fr. Et de toute façon vous nous sollicitez sur les réseaux sociaux et puis je pourrais vous dire comment nous contacter si besoin pour nous envoyer un message audio. Et puis on diffusera ça dans l'épisode 300, je pense que ça peut être assez cool. C'est le podcast des livres dont vous êtes le héros. Ils ont fait ça pour un anniversaire de leur côté. Et j'ai trouvé ça assez cool. Je voulais leur piquer l'idée. Donc, avis à vos participations. On est le 23 novembre. Vous avez une quinzaine de jours devant vous pour nous envoyer votre témoignage. L'autre moyen de nous faire part de votre témoignage, c'est de faire comme Lo, comme Jacques Béranger, comme Thibault Leprêtre, comme GG, comme Nicolas Lescure qui soutiennent Tech Café sur Patreon. Ils sont allés sur patreon.com/techcafé et puis ils ont accepté de contribuer à la hauteur de quelques euros par mois pour nous rémunérer, pour nous soutenir dans la démarche, pour s'assurer que le podcast sera là aussi longtemps que possible et puis peut-être aussi pour profiter des contreparties, notamment le chapitrage des épisodes qui permet de zapper les rubriques qui vous plaisent pas du tout et puis d'aller à la rubrique essentielle qui vous va bien et aussi de squeezer les pubs, ce qui peut être plutôt cool avec un flux privé du podcast. Donc si jamais le sujet vous intéresse, vous allez sur patreon.com/techcafé. Avis également, justement, aux avis sur Apple Podcast, Podcast Addict. Là aussi, si vous voulez nous faire connaître votre amour pour le podcast, pour les épisodes sur la tech qu'on vous diffuse semaine après semaine, vous pouvez aller donc déposer un avis et puis on sera ravis d'en prendre d'une part connaissance et puis aussi de le relayer dans un épisode. Je vais par exemple relayer, et ça va faire place à une toute petite discussion derrière, à l'avis de C100 Pro qui dit... J'adore ton podcast, mais je t'en supplie, arrête d'utiliser l'expression sans autre forme de procès dans tous les podcasts auxquels tu participes. Pitié, je t'en prie, je t'en supplie à genoux, dit-il. Eh bien non, je suis désolé pour toi, mais cette petite contrainte que tu entendras encore quelques secondes dans chaque épisode, je continuerai à la faire. Alors,
peut-être que tu peux étoffer aussi la raison pour laquelle tu veux que je retire ça. Je sais que c'est une petite signature audio que beaucoup d'auditeurs aiment bien. Moi, j'ai les raisons en tout cas de le relayer à chaque fois, donc je vais m'octroyer encore une fois ce petit plaisir. Mais je suis ravi en tout cas que tu nous interpelles et que tu m'interpelles personnellement sur ce sujet. C'est sans pro en tout cas. Vous pouvez aussi commenter les épisodes sur les articles qui accompagnent leur parution sur techcafé.fr et sur Discord où on parle de plein d'autres choses, notamment plein d'autres choses que de la tech. Donc si vous voulez prolonger les discussions sur plein de domaines comme la parentalité, la mobilité ou encore les livres, les films, le serveur Discord de Tech Café est l'endroit à rêver. Et donc, sans autre forme de procès, on va pouvoir aborder les news de cette semaine et on va parler un peu finance cette semaine. Tu avais l'humeur, alors d'une part musicale, mais avec d'autres références musicales qu'une autre fois, Guillaume, puisque là c'est une autre chanson qui a guidé le fil des news. Vous pouvez aller voir ça sur l'article et dans les notes de l'épisode. Mais tu voulais un petit peu parler d'argent. Pardon, tu voulais parler surtout pas d'argent, tu voulais parler d'intelligence artificielle et les myriages, avec notamment DeviantArt. Tu voulais faire l'écho et le follow-up de ce qu'on a dit la semaine dernière. Pas du tout argent, je sais pas pourquoi. Je pense que non mais remonte dans le conducteur, C'est ça c'est pour le supplément. Je suis un peu trop bas, effectivement. Donc ouais, un petit retour on en avait parlé un petit peu. C'est ça, sur DeviantArt et son serveur d'art génératif DreamUp. Parce qu'il y a des changements par rapport à ce que j'avais raconté la dernière fois, tout simplement. La semaine dernière, il y a des articles de presse qui relataient que DreamUp allait être entraîné sur des œuvres postées par les membres. Or, c'est pas tout à fait ça. En fait, il s'avère que ça a jamais été dans les tuyaux, ce qui est pas si étonnant a posteriori, si on prend en compte que tout ça représenterait quand même de réentraîner le modèle sur des centaines de milliers d'images supplémentaires, en tout cas régulièrement. Et ça coûte de l'argent, quoi. Hein. Donc non, DreamUp sera juste un service Stable Diffusion standard, qui lui-même a été de toute façon entraîné en partie sur DeviantArt. Hein. Il suffit de voir que ArtGerm, c'est à la fois un artiste très connu du site et un des styles les plus prisés des prompts. Donc il n'y a pas trop de secrets. Alors il y a beaucoup d'artistes du site qui avaient fait savoir qu'ils n'étaient pas très contents de ce qu'on savait à l'époque. C'est pas surprenant, il y a des prises de position quotidiennes sur le sujet. Hein. On a dit que Getty, par exemple, avait opté pour une interdiction des images générées par les IA. Il y en a quantité d'autres d'ailleurs. Il y a Newgrounds, Purpleport, Tinklebot Art, Fur Affinity, des trucs qui sont plus ou moins niches et que je connais plus ou moins pas du tout. Mais par contre, Shutterstock avait dit qu'il voulait carrément en vendre, lui. Donc c'est très varié. Et le problème se pose en termes de contrefaçon. D'ailleurs, si je produis en quelques minutes une magnifique illustration manga avec le style d'un artiste connu, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser comme matériel promotionnel ? Sur une convention, par exemple. Est-ce que je peux la mettre sur des produits dérivés ? Écoute, la convention animée Los Angeles, elle a tranché, c'est non. Voilà, en janvier 2023, cet énorme salon animé, manga, tout ça, considérera tout matériel généré par une IA comme une contrefaçon et sera donc interdite. Alors, pour être totalement précis, le communiqué, laisse la porte ouverte à des œuvres génératives qui pourraient avoir été produites par un modèle exclusivement entraîné sur des œuvres dont l'auteur aurait les droits, pour lesquels, en gros, tous les artistes seraient OK. Tout ça, c'est pas gagné. Hein. Vraiment, les modèles sont ce qu'ils sont, et on peut pas enlever des œuvres dedans. Hein. Il faudrait tout réentraîner de zéro, avec une sorte de dataset éthique, et ça, c'est très lourd, et c'est surtout un cauchemar de copyright. Et donc DeviantArt, qui se lance quand même dedans, malgré tout, DeviantArt essaie de dévier aussi les critiques en proposant deux aménagements. D'une part, DreamUp va détecter les styles que vous demandez pour la génération. C'est extrêmement simple, puisque si vous faites un prompt, donc vous écrivez ce que vous voulez. Donc si vous voulez Rutkowski, ou ArtGerm, le DeviantArt, évidemment, il le sait. Donc si l'auteur est pas d'accord, c'est très simple pour DreamUp de juste refuser de générer l'image, tout simplement. Et si un auteur est d'accord, l'image sera générée, et DeviantArt va t'inciter à créditer l'œuvre, l'auteur de l'œuvre originale, ou du style original. Ce qui suppose qu'il va falloir faire la chasse aux orthographes alternatives, probablement, et aux œuvres non créditées. Parce que je pense que Rutkowski avec un I ou avec un Y, à mon avis, ça marche bien. D'autre part, DeviantArt propose un flag No AI, qui permet de savoir simplement et sans ambiguïté qu'un artiste ne désire pas se retrouver dans un dataset qui alimente une IA quelle qu'elle soit. Techniquement, rien n'empêche quiconque d'utiliser l'image quand même. Hein. C'est juste clair que tu le fais en dépit de la volonté de l'auteur. Et le filtrage DreamUp, il est mignon, mais assez limité, parce que si on veut vraiment pas créditer l'auteur, c'est très simple, probablement de copier l'image, virer les métadonnées, et puis basta. Et au-delà, bien entendu, Stable Diffusion est un logiciel qui est libre et instable un peu partout, c'est facile de faire exactement ce qu'on veut. Mais c'est évident que le problème est beaucoup plus grand que DeviantArt. Il se positionne, il lance des pistes pour commencer à penser et à résoudre le problème. C'est déjà ça. Vu l'ampleur que prend l'art génératif et la vitesse à laquelle ça se déploie, ça reste un début assez timide,
puisque voilà, Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney et compagnie sont vraiment mis à toutes les sauces de plus en plus. Donc c'est vraiment, c'est assez intéressant de voir ça, quoi. Ouais, c'est une belle initiative quand même d'essayer de donner des solutions. Et puis au moins de la part du salon aussi animé, hein, quelque part, c'est bien. Après, c'est difficile dans la pratique, j'imagine, de tout vérifier, de tout contrôler, mais au moins les règles sont claires. Et dans le cadre des DeviantArt, c'est quand même intéressant d'explorer des outils. J'ai l'impression que c'est les premiers, en tout cas de cette envergure, à poser des jalons un petit peu sur les usages et à mettre des limites. Et oui, il y aura forcément une bonne partie d'entre vous qui dira ouais, ok, bon bah si c'est pas limité, mais juste des avertissements, ça va pas changer grand chose. Bah il y a plein de services en ligne qui vous proposent des visuels que vous pouvez télécharger et sur lesquels on vous demande dans certains contextes d'utilisation, par exemple si vous n'avez pas de créer compte, si vous téléchargez l'image et que vous l'utilisez dans certains cas, de bien créditer l'auteur. Je suis pas sûr que ce soit fait à chaque fois, mais au moins il y a cette intention d'accompagner timidement peut-être l'aspect légal de cette utilisation. Bon, c'est déjà un bon point. C'est pas parfait, mais c'est un bon point. Et puis je suis sûr que ça va pas s'arrêter là. Et ça va pas s'arrêter là, notamment parce que effectivement, tu le laissais entreapercevoir, les cas d'utilisation et les déclinaisons d'usage se multiplient. Je crois qu'on en a au moins, je sais pas combien, mais plusieurs à chaque épisode maintenant, Guillaume. Bah, ça explose, il y en a de tous les côtés, il y en a vraiment plein, on va en citer quelques-uns qui... Alors, il y en a plein qui sont un peu rigolos et anecdotiques pour l'instant, comme Photo AI qui fait des photos, te fait des photos de profil Tinder. T'envoies tes photos, disons, vraiment basiques, quoi, et puis lui, il te renvoie des photos stylées. Et puis, il y a AI Time Machine aussi, qui te propulse à n'importe quelle époque. Donc, il te fait un portrait de toi en cow-boy, en viking, en reine Victoria, en tout ce que tu veux. Alors, tous ces délires peuvent être faits en local, vous pouvez le faire vous-même sur votre machine, en utilisant Dreambooth. Dreambooth d'ailleurs qui devient une extension de l'interface web la plus utilisée, je pense, celle d'Automatic 11.11. L'extension en fait, elle normalement, pour le faire de manière relativement confortable, il faut une très grosse carte graphique, mais vous pouvez faire l'entraînement sur le CPU. Donc si ça passe de RAM vidéo, c'est très long, mais après, après tu peux avoir ta tronche qui fera partie du modèle, et te voir en armure en train de chevaucher un griffon, est-ce que ça a un prix? Voilà, je sais pas, ça vaut bien une petite nuit de calcul, tu vois, bon quand même. Donc il y a des applications comme ça, il y a des applications en musique aussi, il y a Teenage Engineering qui l'utilise pour illustrer des morceaux créés avec son séquenceur OPZ, bon pour l'instant c'est une expérimentation, mais c'est déjà marrant, et on trouve déjà des clips avec des vidéos qui sont créées par D-Forum sur des musiques de Gorillaz, Feel Good par exemple, ainsi que des musiques de REM aussi, qui ont été illustrées par Midjourney, vous trouvez ça sur YouTube assez facilement, et bien entendu, le porno est un des premiers débouchés de cette nouvelle technologie, comme d'habitude, depuis le VHS. On l'attendait venir. On l'attendait à peine, tiens. Ouais, depuis c'est ça, depuis Internet, la vidéo sur Internet, depuis le VHS, la photographie, le dessin, je sais pas. Et donc, ouais, ça part vite et fort, si j'ose dire. J'avais déjà parlé de modèles basés sur Stable Diffusion qui étaient fine-tunés, donc qui étaient personnalisés pour créer des mangas, donc Waifu Diffusion ou Anything V3. Il y en a aussi pour créer des femmes plus, disons, réalistes, c'est F222. Puis évidemment, il y a Hentai Diffusion, bien entendu, et des modèles plus spécialisés. Il faut dire que, de base, Stable Diffusion est plutôt chaste. Il a vu moins de 3% d'images pornographiques dans sa vie. Qui peut en dire autant ? Ne mentez pas. Bon. Bref, donc on a un groupe de jeunes gens, bien sous tout rapport, qui s'est donné pour mission de faire son éducation à Stable Diffusion, en lui montrant, disons, un petit peu plus de choses de la vie. Et bien sûr, ça nécessite des moyens. Les données sont très abondantes, ça, il n'y a pas de souci, mais il faut les organiser, puis fournir les moyens de calcul, évidemment, et comme tout le monde, le collectif Unstable Diffusion a créé un Patreon pour créer des modèles dédiés au porno et à l'érotisme, plus largement. Alors leur financement, il est déjà plusieurs centaines de donateurs sur Discord, cela permet de créer des modèles préliminaires, ces modèles ont déjà généré plus de 4 millions d'images. Et le plus marrant, c'est la vitesse à laquelle ils se professionnalisent. C'est ça qui est dingue en fait. En plus d'avoir des channels différents selon les goûts, évidemment, variés, ils vont carrément chercher des financements au-delà de Patreon. Alors, ils ont récolté une somme à 5 chiffres, d'après ce qu'ils disent, d'Equilibrium AI, dans le cadre d'un incubateur de start-up. Ils vont lancer une campagne Kickstarter, et ils cherchent ouvertement des investisseurs. Donc, ce qu'ils veulent, c'est même aller au-delà du tuning de Stable Diffusion. Ils veulent créer leur propre modèle de zéro. Alors, ce truc s'appelle Unstable Diffusion, et c'est peut-être l'ancêtre d'un Pornhub génératif, quoi, tu vois. Voilà, la semence, si j'ose dire, d'un empire du cul virtuel. Voilà, c'est possible. Alors, moi, si j'étais MindGeek, d'ailleurs, je m'intéresserais très fort au sujet.
Alors, bien sûr, ça vient avec une cascade de problèmes éthiques et de modération, tout ça. Mais bon, Pornhub aussi, hein, avec une cascade de problèmes éthiques et de modération, ça les a pas empêchés de faire des milliards. Et d'ailleurs, un autre truc qui va faire des milliards par dizaines et qui va voir son univers chamboulé par les IA, c'est le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est probablement le truc qui va le plus profiter de ces outils à l'avenir. Alors, c'est même pas moi qui le dis, c'est Andreessen Horowitz. Enfin, c'est moi qui le dis aussi, mais chez Andreessen, ils ont beaucoup plus de pognon, donc ils sont un peu crédibles. Et donc, précisément, il y a un long post sur le site d'Andreessen Horowitz qui détaille comment l'art génératif a complètement révolutionné le milieu. Tout simplement parce que les jeux vidéo utilisent un nombre considérable de matériaux de tous ordres, de matériaux de base, d'assets, qui peuvent être en partie générés, disons, dans une bonne proportion, par des logiciels. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, une potion pour ton RPG, tu peux avoir 30 propositions de concept art en quelques secondes, et le modèle de celui qui te plaît en 3D, en prime, directement, tout ça sans aucune intervention humaine. Alors comprendre sans freelance, plus ou moins bien payé, dans une partie du monde plus ou moins bien identifiée. Pareil pour les textures, les arrière-plans, les illustrations, les concept art, mais aussi la musique. Et pourquoi pas les dialogues, l'animation, peut-être bientôt des environnements complets en 3D. On en est qu'au début, et le nombre de publications scientifiques dans le domaine de l'IA continue sa progression complètement exponentielle. Et dans une mesure, c'est bienvenu. Les jeux sont de plus en plus immenses et riches. Tu penses à Red Dead Redemption 2 ou les derniers Assassin's Creed. Générer du contenu, surtout pour les trucs de base, générer le contenu par IA, ça peut sauver un temps précieux et beaucoup d'argent. Les budgets des jeux et leurs prix ont explosé, on le voit bien, à tel point qu'on se demandait un petit peu comment tu vas t'envisager un AAA sur PS6, PlayStation 6, t'imagines le prix que ça pourrait... Bon. Donc, à ce train-là, du coup, l'IA va permettre de limiter l'explosion des budgets pour les blockbusters, mais aussi de booster les jeux indépendants, en limitant les coûts des assets, et tout simplement en permettant des jeux qui n'auraient jamais vu le jour. Par exemple, voilà, un exemple simple, vous avez pas un rond, vous savez pas dessiner, mais t'as une bonne histoire, t'as envie de faire des visual novels, aujourd'hui c'est possible. Donc voilà, dans l'histoire, évidemment, il y a des emplois qui seront vraisemblablement perdus. Combien, c'est difficile à dire, le freelance qui fera plus la potion sera pas nécessairement au chômage, il pourra peut-être faire autre chose de plus complexe et plus intéressant. Les jeux contiendront peut-être encore plus de choses, des titres qui n'auraient pas existé sinon pourraient exister, donc du coup faire travailler des gens dans le secteur. Donc c'est compliqué, j'essaye d'être optimiste, vous m'excuserez pour une fois. Donc mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que c'est disruptif comme on dit. J'imagine qu'on va du coup voir se multiplier, alors d'une part les patchs et les mises à jour de jeux une fois qu'ils seront sortis, parce qu'à mon avis du contenu qui a été généré comme ça par des myriages, j'imagine que c'est beaucoup plus susceptible d'être exposé à des bugs et à des petits glitches, tu vois, à des petites déformations et j'en sais rien peut-être, mais j'ai la naïveté de penser que l'humain aujourd'hui fait les choses de manière moins rapide et peut-être de manière aussi diversifiée que peut le faire une intelligence artificielle, mais peut-être avec moins de défauts, j'en sais rien. En tout cas, ce sera peut-être la chasse aux arbres biscornus qui seront en ligne dans l'open world du moment. Faudra voir ce que ça donne en tout cas. Tout ça, c'est des perspectives en fait finalement au-delà des aspects légaux plutôt positifs dans l'absolu, j'imagine. Mais tu voulais nous parler un petit peu des aspects un petit peu plus controversés, notamment des malwares dans des réseaux de neurones, Guillaume. Et oui, puisqu'on a beaucoup parlé de Stable Diffusion et de ces nouveaux modèles, alors les modèles coquins ou pas coquins, qui fleurissent un petit peu partout, j'en profite pour alerter ceux qui ont installé le logiciel sur leur machine sur un nouveau danger potentiel. Les modèles peuvent contenir des malwares. Donc ça c'est assez fou. Concrètement, Stable Diffusion utilise des fichiers donc CKPT, checkpoint, qui contiennent en fait les poids du réseau de neurones. Donc en changeant de fichier CKPT, on peut changer de modèle et changer ce que produit le logiciel. C'est comme ça qu'on passe à des modèles qui font plus des mangas, ou plus des photos, ou plus des trucs en pixel art. Oui, ça existe. Donc ces fichiers CKPT peuvent être infectés. C'est ça qui est dingue, par une méthode qui s'appelle méthode de pickling, dite de pickling. Alors le pickling, en fait, c'est une fonctionnalité de Python qui est tout à fait générale et c'est l'équivalent de la sérialisation en Java. Donc en fait, on transforme des objets Python en flux d'octets bruts, et après on peut les manipuler comme des données brutes. Ces données peuvent souvent être du code, donc, et il est possible de créer un code malicieux en Python, de le sérialiser en pickle, puis de l'insérer au chausse-pied dans un autre ensemble de données, comme par exemple un modèle de deep learning. Ni vu ni connu.
Et en l'occurrence, on sait que Torch, TensorFlow et d'autres librairies sont pas très bien sécurisées à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils exécutent le code qu'ils trouvent le plus vite possible sans trop faire gaffe. Et les fichiers CKPT qui sont donc utilisés par Torch, en l'occurrence, dans Stable Diffusion, peuvent contenir des fonctions un peu exotiques qui peuvent le faire un peu n'importe quoi. Donc il existe un outil Python qui s'appelle Pickle Scanner qui permet de savoir si le modèle contient un truc suspect. Du reste, Hugging Face inclut lui aussi un scan intégré des modèles des modèles qu'il recense lui. Donc voilà, si vous téléchargez un réseau de neurones spécialisé dans les doigts de pied sur BitTorrent, assurez-vous quand même que les orteils soient propres, hein, parce qu'on sait jamais. C'est rigolo de voir que dans l'histoire des technologies et des innovations comme ça dans la tech, à chaque fois, il y a l'essor de la technologie qui laisse place à une découverte de failles et de besoins comme ça de combler la sécurité du produit. Bon, on en arrive très très vite là aussi dans les myriades à cette problématique et c'est bien normal. On reste dans l'intelligence artificielle avec une intelligence artificielle qui présentait toutes les promesses d'une révolution dans la connaissance. C'était proposé par Meta, mais c'est une annonce qui a très vite fait pchit, Guillaume. En fait, en 3 jours seulement, c'est ça? Écoute, après le choc des photos, le poids des mots, Meta a sorti encore un modèle de langage géant, il a sorti en démo, et il s'est encore pris les pieds dans le tapis. Alors comme à Microsoft en son temps, puisqu'on se souvient de Tay, le chatbot qui était devenu nazi après 8 heures passées sur Twitter, c'est pas la même chose ici, même si Meta a retiré Galactica après seulement 3 jours, ce qui est pas non plus énorme. Alors cette fois, c'est moins un problème de contenu toxique que peut-être, d'ambition, de précipitation, peut-être d'orgueil. Galactica, déjà, c'est un nom qui a le melon, Galactica, je trouve. Ça en jette, ouais. T'es fier de ton bébé quand même quand tu l'appelles Galactica. Galactica. Et donc, c'est un modèle de langage qui est censé quasiment tout savoir. Voilà, il est entraîné spécifiquement sur du contenu scientifique, 48 millions d'articles et de livres, des cours, des notes et des encyclopédies. En gros, c'est le docteur sait tout du film Intelligence Artificielle, tu sais, le Spielberg. Pareil, voilà, vous lui posez une question, il répond, il sait tout simplement. Alors j'exagère à peine, mais Meta le dit comme ça, je cite, Galactica peut résumer des publications universitaires, résoudre des problèmes de maths, générer des articles Wikipédia, écrire du code scientifique et même annoter des molécules et des protéines et plus. Ça fait de la promesse quand même, hein. Ça fait de la promesse difficile à tenir, hein. Et d'ailleurs ça n'a pas traîné, les gens se sont amusés. Évidemment, ils lui ont fait dire absolument n'importe quoi, hein. Par exemple, il affirme très doctement que l'URSS a mis le premier ours dans l'espace à bord de Sputnik 2. Il s'appelait Bars. C'était un petit ours sélectionné parmi 250 autres et amené au Kazakhstan en 1957. C'était une femelle de 3 ans et demi qui pesait 40 kilos. Et ça continue comme ça. Le modèle t'explique ça. Mais super sérieux, quoi. Bon. Alors, c'est rigolo parce que là, évidemment, on sait très bien que le modèle, il est en train de se vautrer, qui part complètement en vrac. Bon. Maintenant, si je vous dis que le premier fossile de Brachiosaurus a été découvert en 1877, mais qu'il n'a pas été décrit avant 1903 par Othniel Charles Marsh, qu'il a nommé girafe à titan, et qu'en 1907, Edwin Colbert l'a renommé en Brachiosaurus, est-ce que vous me croyez ? Est-ce que vous croyez Galactica ? Parce que c'est ça qu'il a répondu, Galactica. Bah ouais, mais c'est vrai ou c'est pas vrai ? Moi, ça m'interpelle cette histoire de Brachiosaure. C'est mince, faux. Je croyais une belle mais ça a l'air super vrai. Et comme moi, j'y connais que dalle en Brachiosaurus, comment tu veux que je le sache ? Et là, on touche vraiment à un truc grave. C'est pas parce que Meta a sorti une version Sheldon, en gros, de GPT-3, que ça reste pas un perroquet stochastique, qui n'a aucune idée de ce qu'il raconte. On n'est pas en train de parler d'une machine qui pourrait servir à donner le squelette d'un post de blog sur la cigarette électronique ou d'inventer une histoire pour Donjons et Dragons. Là, on est en train de parler d'un modèle que les gens veulent utiliser pour apprendre des trucs sérieux. On peut pas se permettre ce genre de délire. Si tu vends est-ce que les vaccins sont sûrs ? Et est-ce que... Mais t'imagines le bordel. La question simple. T'imagines le bordel. Si tu vends un modèle comme étant une sorte de Wikipédia en langage naturel, tu peux pas t'en sortir avec une vague mise en garde du style « Ouais, non, mais des fois, il dit des conneries, attention. » Non, on rêve, là, je veux dire. Déjà, quel est l'intérêt d'avoir une encyclopédie si je dois la fact-checker avec une autre encyclopédie ? C'est complètement débile. En plus, on le sait, les modèles de langage sont des modèles statistiques qui comprennent que dalle ce qu'ils disent. Ils sont pas capables de vérifier la cohérence de ce qui sortent. Or, quand on se targue de faire de la science, c'est un petit peu important, la cohérence, il me semble, j'avais l'impression. Donc, que Meta ait commis un grossier excès de confiance, ça m'étonne pas du tout, franchement, c'est beau. Par contre, que Yann Lequin, prix Turing quand même, ait défendu ce modèle jusqu'au bout, ça m'étonne vraiment. Aucun modèle aujourd'hui peut prétendre être une référence. On en est très loin. Le présenter comme tel, c'est voué à l'échec et c'est dangereux. Genre, GPT-3, on sait qu'il délire. Ça fait 2 ans qu'il est là, tout le monde lui fait dire n'importe quoi. Ok, mais Galactica, lui, il a un ton sérieux, professoral. Ce qu'il dit a l'air vrai. Et parfois, il faut être un spécialiste pour se rendre compte que c'est pas vrai.
Au plus un mensonge est difficile à détecter, au plus il est dangereux. Je comprends pas pourquoi une pointure comme le Lequin n'a pas anticipé ce qui allait se passer. À force d'aller vite, je veux dire, au plus tu vas vite, au plus t'as de risque de te viander, et de te viander fort en plus. Hein. Donc là, c'est à mon avis, c'est grave, quoi. Et c'est même presque pire que ça, parce que dans ses réactions sur Twitter, il en était même à dire en gros vous êtes content, c'est bon, on l'a retiré, et en gros il se plaignait de l'utilisation et des détournements qui étaient faits de Galactica, plutôt que de peut-être remettre en question un petit peu sa proposition, enfin la proposition de Meta en tout cas. Je sais pas quel est le niveau d'investissement qu'il a eu sur le sujet, mais enfin bon, il est responsable de la partie recherche et développement en matière d'intelligence artificielle chez Meta, donc j'ose pas imaginer qu'il ait découvert le truc le jour où il est sorti. Et le fait qu'ils le défendent effectivement à ce point-là est parfois un peu gênant. J'étais en train de me dire qu'ils sont pas très créatifs, ils auraient dû l'appeler Galactia. Tu vois, au lieu de Galactica, c'est vrai. Ça aurait été bien mieux. Et au passage, pour rebondir un petit peu sur l'intelligence artificielle chez Meta, je sais pas si tu l'as vu, c'est très très récent. C'est Cicero qui a été présenté hier et qui est assez bluffant par certains aspects. C'est une intelligence artificielle qui prétend pouvoir rivaliser de manière évidemment crédible avec des joueurs au jeu de société Diplomatie, qui est un jeu sur lequel il faut avoir une certaine forme de stratégie, mais aussi une certaine force de conviction avec des intentions très très claires par rapport au jeu. Je sais pas si tu as vu passer ça, mais ça me semblait aussi assez convaincant, et si tu l'as pas vu passer, je doute pas une seule seconde qu'on reviendra peut-être dessus à l'avenir. Je l'ai vu passer vite fait, donc on reviendra probablement dessus. Ça a l'air assez intéressant effectivement. Mais non, mais le truc, si tu veux, c'est intéressant que Galactica du coup. Mais Galactica, c'est pas qu'il est pas intéressant, et c'est pas que ce soit pas une performance technique de l'avoir pondu, quoi. Le problème, c'est l'usage de Galactica et la confiance que tu peux avoir dans ce genre de truc. Et pour l'instant, l'état actuel des choses... Et le fait de le présenter comme étant une solution aboutie. Mais tu peux pas présenter ça comme étant le professeur sait tout, alors que un nombre non négligeable de fois, il te raconte des mensonges. Enfin, je veux dire, c'est monstrueux. Tu peux pas dire ça. Bonjour la désinformation que tu pourrais amener avec ça. Bon, un petit tour du côté de chez Intel. Pourquoi Intel ? C'est parce qu'ils ont présenté une intelligence artificielle qui va peut-être pouvoir nous aider à y voir clair, Guillaume. Est-ce que les visages auxquels on va être exposés, est-ce que les prises de parole qu'on va voir en vidéo sont ou non des deepfakes ? C'est l'ambition de cet outil, c'est de nous aider à répondre à cette question. Ouais, c'est du classique le deepfake désormais, hein. C'est d'autant qu'avec les derniers outils dont on parle, créer des images de célébrités dans toutes les situations, ça prend littéralement 30 secondes. Pour les vidéos, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même devenu quasi classique. On a déjà parlé d'outils pour détecter les vidéos fake, regarder si le sujet cligne des yeux par exemple, ce genre de truc. Et là, c'est Intel qui a une approche plus subtile, puisqu'il analyse l'image pour détecter les signes de flux sanguin qui n'existent pas sur un deepfake. Pour détecter les variations de couleurs qui correspondent à des flux sanguins sur un visage, donc le visage qui parle en vidéo, il aura fallu qu'Intel entraîne son propre modèle, dont les variations sont cycliques, donc parce que c'est les battements du cœur, quoi, mais elles sont très subtiles. Alors ça porte un nom technique imprononçable que pour vous, chers auditeurs, je vais tenter d'énoncer, attention, attention acrobatie, c'est la photoplétismographie, voilà, c'est cadeau. C'est bien joué. Merci. Donc avec la photo machin, on pourra détecter un visage artificiel dans 96% des cas, en tout cas c'est ce qu'ils disent, parce que voilà, c'est ces froids visages synthétiques, non pas dans leur poitrine de pixels, un petit cœur rose et palpitant comme nous. Alors bien sûr, Intel étant Intel, ils ont fait ça avec leur propre matos, leur propre framework, voilà, c'est-à-dire OpenVINO, tournant sur les derniers Xeon SP, ça va super vite. Leur Xeon SP, c'est de la bombe bébé, tout ça, bien entendu. Voilà, au passage, un petit peu de promotion Intel, qui a bien besoin de vendre de la puce, elle a besoin de cash, de beaucoup de cash, mais donc voilà, une piste prometteuse, peut-être, pour détecter les deepfakes de manière assez générale. Donc encore un coup, dans ce jeu de chat et souris perpétuel, là, pour détecter le vrai du faux. Et qui ne fait que commencer, tout comme d'ailleurs ne fait que commencer cette ère qui va s'appuyer en particulier sur le principe des myriages. Et tu voulais nous dessiner un petit peu, d'une part, ce qui va arriver peut-être ensuite, mais surtout commencer un peu aussi à mesurer l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle. J'imagine que c'est une question extrêmement vaste. Oui, c'est une question, une question vaste. Alors avant quand même,
j'aimerais parler du futur parce que effectivement, on parle beaucoup de ce qu'elles sont capables de faire, mais il y a quand même une grosse marge de progression. C'est vrai que l'IA explose dans les services. Il y a des applications qui intègrent de plus en plus ces nouveaux trucs, comme Notion par exemple, service que tu connais bien. J'ai l'impression, Guillaume. Ouais, j'adore. C'est mon chouchou Notion, mais j'ai pas encore droit à cet outil, à Et cette non, fonctionnalité. pour l'instant, non. Ouais. Mais ça va venir. Oui, parce que Notion intègre désormais, enfin, disons, en alpha, il s'intègre un modèle de langage qui peut produire du texte, alors toujours à partir d'un prompt. Donc Notion AI est capable de produire un post de blog, de produire des idées en mode brainstorming, voilà, sur un sujet. Alors il sait aussi traduire, corriger la grammaire, voilà, il est fait pour t'aider en cas de syndrome de la page blanche, pour donner une sorte de premier jet sur lequel tu pourras te baser et itérer. Pas mal. Et c'est déjà impressionnant. Et c'est une alpha seulement, et les limitations, évidemment, il y a toujours les limitations qu'on connaît, quoi. Mais c'est le tout début, et c'est vrai que tout ça, c'est valable aussi pour les modèles génératifs de myriage, génératifs d'images. Quand tu utilises un peu Stable Diffusion, d'ailleurs, aussi extraordinaire que ça soit, on perçoit quand même assez vite les limites, tu vois. Il y a une grosse marge de progression. Tous ceux qui ont essayé savent à quel point le modèle a du mal avec l'anatomie, avec les mains en particulier. C'est une catastrophe. Et tous ceux qui ont essayé Midjourney 4 ont vu la différence avec des productions de plus grande qualité, beaucoup plus facilement, un modèle qui connaît simplement plus de choses, plus de lieux. Donc un autre gros souci pour une utilisation pro, c'est un peu la composition. Si on peut créer de magnifiques portraits de chats de manière industrielle quasiment, créer un portrait de chat roux avec un chapeau de cow-boy, qui tient un flingue dans la patte droite, qui a une cicatrice sur la joue gauche, qui se tient devant un saloon, bon, ça c'est pas gagné quand même. C'est pas évident. Voilà. Donc dans le cas de Stable Diffusion, c'est vraiment pas gagné parce qu'en substance, le modèle de langage en fait qui est parallèle au modèle d'image, il ne connaît du langage humain que les légendes des images, que les tags en fait. Mais il connaît pas la structure de la langue. Et donc, un chat habillé en cow-boy avec un Stetson sur la tête, soit il l'a vu avant en tant que légende, soit il comprend pas du tout ce que tu veux dire, tout simplement. Et donc, il envoie un peu des trucs random. De même, on peut utiliser une image en tant que prompt. Ça aide beaucoup, mais dans ce cas-là, on peut guider avec un prompt général. Tu vois, on peut faire aussi de l'in-painting, avec générer des morceaux d'images avec des prompts qui gardent le même contexte graphique, mais on aimerait plus de contrôle sur la génération. Et tout ça, ça arrive bientôt, et c'est même déjà là, dans un modèle qui s'appelle Edify, enfin EDIFI, c'est un nouveau modèle génératif qui est issu de la recherche de NVIDIA, et ça peut être vu comme une sorte de Stable Diffusion 2.0, quoi. Donc il est capable de générer des images par partie. Donc voilà, vous dessinez des zones très grossièrement, et chacune peut avoir son prompt. Tu as une zone montagne, tu écris montagne dedans, littéralement, tu as une zone lac, une zone forêt, etc. C'est ce qu'ils appellent Paint with Words, donc tu peins avec des mots. Et puis surtout, Edify, il se base sur un vrai modèle de langage, lui. Il s'appelle T5, le modèle qu'il utilise. Et donc ce modèle comprend mieux le sens du prompt. Il comprend les demandes de composition complexes, avec des phrases structurées, et même des pronoms. Par exemple, un champ scooter, tu dis un champ scooter. Si tu dis un champ scooter, il porte une chemise et un bandana autour de son cou, ça, c'est pas évident, parce qu'il faut que le modèle langage comprenne que son cou, c'est celui du chat, que il, c'est le chat, etc. Donc, donc c'est vraiment une performance de comprendre ce prompt et de générer donc une image qui soit cohérente avec ce truc-là, qui est quand même une requête complexe. Et le truc est même capable de générer du texte lisible sur les panneaux ou des t-shirts. Et donc voilà, encore une fois, tous ceux qui ont essayé les outils actuels savent que générer du texte lisible, c'est quasi pas possible. Donc Edify peut aussi transférer des styles, même si c'est une fonction qui est plus commune. Et donc, pour finir, ce truc-là, en plus, utilise non pas un, mais plusieurs modèles pour éliminer le bruit dans la phase de débruitage. Parce que comme tous les algorithmes modernes, à peu près, de production d'images, ça utilise un processus de diffusion inversé qui part d'un bruit aléatoire et qui le débruite en suivant avec les informations qui sont données par le prompt. Donc ça se fait de manière itérative, et chez DALL-E & Co, c'est toujours le même sampler. Donc ici, on utilise plusieurs samplers selon le taux de reconstruction de l'image. Donc ça rend pas la génération plus longue quand vous l'utilisez, ça c'est cool. Par contre, ça complique la création du modèle parce qu'il faut entraîner plusieurs algorithmes de débruitage, et donc évidemment c'est encore plus complexe, encore plus de calculs. Mais par exemple, vers la fin du processus, quand les grandes structures de l'image sont à peu près en place, le prompt prend moins d'importance et le modèle va se concentrer sur le raffinage des détails qu'il a déjà lui-même, sur les parties qu'il a déjà posées. Donc alors pour l'instant le modèle n'est pas forcément en accès libre, donc je ne sais pas si ça va devenir un modèle accès libre ou si ce sera encore une API payante de plus. Voilà, en tout cas la concurrence est rude, donc franchement j'ai hâte de voir ce qu'il y aura d'ici 2 ou 3 ans, quoi.
Et puis ça va à une telle vitesse, en quelques mois seulement, on se répète, mais en quelques mois déjà, de voir comment ça a évolué. Alors j'imagine pas en quelques années ce qu'on va voir débarquer pour le meilleur et pour le pire. Et alors du coup, oui, tu voulais quand même conclure sur des premiers indicateurs de réflexion autour de l'empreinte carbone et de ce que représente l'intelligence artificielle pour le réchauffement climatique quelque part. Ouais, on vient de le sous-entendre, les créer des modèles comme Edify ou Galactica, ça prend énormément de ressources informatiques, une mémoire de taré, pour les datasets et l'entraînement, une puissance de calcul de taré pour modifier des milliards de poids comme ça, petit à petit, pas à pas, en descendant le gradient plus péniblement que les saumons remontent les rivières, à sec, pendant une canicule. Donc ça coûte de l'argent, de l'énergie, toutes ces centaines de milliers de GPU, de TPU là, qui tournent parfois pendant des semaines, avant de pondre le joli modèle tout chaud. Et donc, ça, c'est une empreinte carbone, mais combien? Donc Hugging Face, qui fait exactement ça, créer, recenser aussi des gros modèles d'IA, il a essayé d'en faire un bilan honnête, on va dire. Alors, vraiment honnête en plus, puisqu'ils ont même pris en compte la fabrication des machines pour lesquelles elles ont été entraînées. Sur lesquelles elles ont été entraînées, voilà, les IA. Et puis aussi l'énergie utilisée pour l'inférence pendant un peu tout le cycle de vie, quoi. Alors, on a vu pire, franchement, comme truc. Donc, ils ont pris Bloom, qui est leur propre modèle de langage, dont le bilan serait 50 tonnes de CO2, c'est-à-dire 60 allers-retours Londres-New York. Et c'est pas si énorme. En fait, c'est même surprenamment peu. Ça inclut la fabrication du matos, en plus de l'utilisation. Mais c'est un peu trompeur parce que Bloom a été entraîné sur du matos français, et donc il a marché l'énergie nucléaire, dont le bilan carbone est souvent assez flatteur. Donc un modèle américain ou chinois produirait sans doute plus. GPT-3 d'ailleurs, c'était 500 tonnes. Mais il commence à être vieux, donc évidemment il a été entraîné sur du matériel plus ancien, donc moins efficace. Donc c'était quand même 500 tonnes. À l'usage, Bloom émet 19 kg de CO2 par jour, ce qui correspond à 86 km en voiture. Alors c'est beaucoup, ça représente aussi des milliers de roquettes par contre. Donc Bloom est entraîné sur du matériel plus récent que GPT-3, donc ça explique en partie ce facteur 10 fois. Les chiffres sont donc à relativiser parce que ça fait beaucoup, incontestablement. Après, il faut pas croire que aller sur TikTok, ce soit gratos. Quand vous allez sur TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ou n'importe quoi, il y a des algos de recommandation qui sont extrêmement gros et qui sont extrêmement sophistiqués, qui tournent pour rechercher ce qui va te plaire. Chaque fois que tu vas sur Amazon, tu cherches un produit, c'est une immense base de données qui est scannée. Alors évidemment, ça consomme beaucoup moins d'énergie de faire une recherche sur Amazon, sauf que on le fait collectivement des milliards de fois par jour. Donc ça s'ajoute. Donc il faut pas non plus croire, la consommation de l'IA, elle est sans doute en augmentation. Ça représente encore certainement qu'une infime partie de l'impact du secteur tech dans son ensemble, qui a été quand même révisé entre 2,1 et 3,9% des émissions globales, soit peut-être plus que le transport aérien, qui en net serait autour de 3,8%, les chiffres de 2018, si je ne me trompe pas. Donc c'est une augmentation. À voir aussi comment c'est utilisé, à quelle fin c'est utilisé. Ouais, parce que c'est toujours aussi un équilibre entre les avantages et ce que ça apporte et ce que ça coûte en matière de ressources. C'est évidemment un très très vaste sujet, mais c'est intéressant de voir que on commence à avoir des idées un petit peu affinées sur ce type de choses. Je suis sûr que plus on aura d'infos, plus on les relaiera. De toute façon, ça fait partie un petit peu des choses qu'on aime bien suivre. En attendant, on n'aime pas forcément toujours autant suivre ce qui va arriver, mais pour autant, c'est quand même un petit peu l'exercice imposé, vous le savez, épisode après épisode. Et puis je sais, vous êtes nombreux et nombreux aussi à aimer ce sujet et à être aussi beaucoup à l'affût de ce qui se passe. Alors c'est un petit peu notre fil rouge épisode après épisode. On se doit de vous dire ce qui se passe chez Twitter parce qu'en plus, ça change beaucoup, c'est compliqué, ça change non seulement beaucoup, mais aussi souvent, y a une tendance qui s'est confirmée déjà, Guillaume, pour commencer, c'est que il y a moins d'employés qu'avant, clairement. Oui, voilà, c'est parti pour la chronique de Musketerlund, épisode je sais pas combien, saison 4 ou 5 probablement, je sais pas. Donc un truc que t'apprends en 10 ans de podcast, c'est que ça peut toujours être pire. C'est ça qui est cool. La semaine dernière, on parlait du licenciement des contractuels après que la moitié des employés de la boîte se soit fait lourder. Donc on était à l'os, mais ça n'a pas empêché Musk de virer un fémur, un tibia, quelques côtes en plus, puisqu'il n'a rien trouvé de mieux que de donner un ultimatum aux employés qui restaient, donc travailler comme des chiens ou prenez la porte. Et figure-toi qu'il y en a plein qui se sont barrés, tout simplement. C'est fou ça. Les gens n'ont pas accepté d'être exploités pour le bien-être de l'humanité, c'est fou. Complètement. Alors on n'a pas de chiffre précis, mais selon les rapports, on serait pas loin de la moitié des gens qui restaient en fait. Alors il y en avait au moins 500 puisqu'ils ont carrément fait leurs adieux sur le chat interne. Et pour Business Insider, on serait pas loin de la moitié qui serait parti.
Et attends, lundi, il y avait encore un round de licenciement, d'ailleurs dans le département des ventes apparemment. Donc on ne connaît pas l'ampleur. Selon des gens qui auraient vu les chiffres, on serait autour de 2700 personnes qui restent chez Twitter, contre 7500 encore le 27 octobre. Et déjà qu'ils étaient pas très nombreux en plus. Mais... Et on parle pas des extérieurs qui ont été virés aussi. Donc Twitter n'est plus que l'ombre du squelette de lui-même. D'ailleurs, le président de Twitter France a posté « C'est fini, au revoir Twitter ». Donc ça veut dire quoi? Que Twitter France est capoute, je sais pas, qui s'est fait virer, je sais pas. Mystère, tout ça est peut-être autant un dégraissage qu'une purge en réalité, puisque après les derniers départs, Elon a annoncé qu'il arrêtait de virer des gens et qu'il était prêt à embaucher de nouveau. Tôt ou tard, faut que ça s'arrête, hein, forcément. Oui, mais enfin, ce qui voudrait dire qu'en fait, il s'est débarrassé des 3/4 d'employés qui ne lui convenaient pas, pour une raison ou pour une autre. Et même potentiellement pour des raisons politiques, puisqu'il a dit, c'est texto, hein, et ce n'est pas une prise de pouvoir par l'aile droite, mais par l'aile modérée. Voilà, ce qui sous-entend bien qu'il pense que Twitter était un repère de gauchistes dont il s'est débarrassé. Et maintenant, il va rembaucher, voilà, il va rembaucher modérément probablement, hein, mais il va rembaucher du personnel, donc de l'aile modérée, n'est-ce pas, que nous comprendre de droite évidemment. Donc voilà, il va devoir se dépêcher un peu parce qu'en l'état, Twitter est au bord du gouffre. Hein, si tu perds pas 3/4 de ton personnel quasiment du jour au lendemain sans conséquences sérieuses. Donc au Washington Post, il y a un ex-employé qui donnait au moins 6 services critiques qui ont plus que entre 2 et 0 ingénieurs en charge. 0, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, ça veut dire que ça peut péter du jour au lendemain. Voilà, en gros, le système roule en mode automatique, hein, mais au moindre nid de poule, c'est part dans le fossé, quoi. Ah là là, une stratégie RH qui est parfois assez déroutante. Et en plus, on continue hein, forcément notre survol de Twitter, Guillaume, on suit ça de près. Ouais, le nouveau Twitter Blue a eu un lancement un peu chahuté, alors Elon va prendre son temps pour réfléchir à la nouvelle version de son abonnement. Twitter Blue, c'est l'abonnement, voilà, c'est la version payante. Voilà, c'est ça. On sait pas trop ce qu'il y a dedans, du coup, maintenant, avec le recul. Ben, c'est exactement ça. Alors, il y avait la date du 29 novembre qui avait flotté un temps, mais là, ce sera sans doute pas le cas. Alors, je sais pas à quel point ça va être mûrement réfléchi ou torché à l'arrache, mais bon, en tout cas, il a donné quelques pistes. Voilà, vous perdrez votre badge si vous changez de nom, jusqu'à ce que Twitter vérifie à nouveau qu'il s'agit bel et bien de vous. Bon. Il n'y a plus qu'un quart des effectifs, hein, donc on se demande bien qui va pouvoir se coller à cette vérification. Il y a une autre mesure qui serait de requérir que le compte soit au moins vieux de 3 mois pour pouvoir souscrire. Bon, là encore, il suffit de réactiver des vieux comptes ou bien d'en ouvrir à l'appel en prévision du trimestre prochain pour pouvoir abuser le système comme en 40. Il veut aussi mettre en place un système de chiffrement de bout en bout, voilà, une idée lumineuse et nouvelle qui date de 2015. Et au passage, un service d'appel vidéo, les bases de Twitter 2.0, comme il l'appelle désormais. Et pour ça, il va falloir trouver des ingénieurs. Et donc du coup, il a envoyé un email à tous, comme une bouteille à la mer, c'est pour trouver un codeur digne de ce nom. Photo d'écran de code à l'appui, voilà, il a besoin de ça pour comprendre mieux le fonctionnement technique de la plateforme, d'accord. Alors, en même temps, comme il doit rester 12 ingénieurs, ça devrait être vite fait. Alors peut-être qu'il se cherche un CEO aussi, parce que mine de rien, Elon a tendance à oublier, enfin, on a tendance peut-être nous-mêmes à l'oublier vu de sa dernière obsession, avec il est quand même, il y a autre chose à foutre que de couler Twitter. Mais il le dit lui-même, je veux réduire ma présence à Twitter et finalement trouver quelqu'un pour diriger la compagnie. Alors voilà, moi aussi j'aurais envie de fuir à sa place. Je sais pas qui a envie de se lancer. On a demandé à Jack Dorsey, qui, vous le croirez ou pas, il a refusé tout de suite. Il a pas trop réfléchi. Je sais pas si Elon a un plan secret super intelligent avec robot en 4 bandes, il va falloir qu'il se dépêche un peu à mettre en œuvre tout ça, si c'est le cas. Même si c'est des raisons purement politiques, tout ce qu'il a fait, ça reste quand même très étrange comme gestion d'entreprise. Hein. Qui peut vouloir être CEO d'un truc pareil, dans des conditions pareilles, avec un propriétaire comme Elon Musk? Franchement, je vois pas quelle personne... Bon, après, c'est rigolo parce que ça, c'est mon point de vue et spontanément, tu te dis sur le papier, il faut vraiment vouloir pour y aller. Mais en même temps, il a une telle cohorte de personnes qui le soutiennent. Mais mon sentiment, c'est que c'est beaucoup de personnes qui le soutiennent parce qu'ils sont pas exposés. Là, c'est quand même un soutien très exposé. Tu t'ouvres à, je pense, une vague de critiques et une vague de difficultés à mener à bien ton projet qui doit être assez dingue. Donc, je sais pas qui peut vouloir aller à la tête de Twitter aujourd'hui. Mais bon, si vous êtes candidat, faites-le nous savoir. On aimerait bien suivre ça de près. Hein, ça, c'est... On continue avec Twitter. Écoute, Elon, oui, parce que le volet politique, évidemment, on l'évoque pas sans raison, hein, puisque Elon Musk est un homme officiellement complexe et officiellement républicain d'ailleurs, qu'il a appelé à voter républicain. C'est un homme complexe, c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver dans tout ce salmigondi de news. Ce salmigondi, pas salami, c'est salmigondi. Salmigondi, ça a pas l'air mauvais en fait, salami non plus.
Salmigondi, c'est un ragoût de tous les restes de viande que tu fais. Ah, d'accord. Ah Ok. ouais. Et salmigondi, ça vient de salmine, un ragoût de poisson, et ça vient de sel en fait, comme salami. Donc en fait, parce que salami, vient de salar, et donc salé aussi. Comme quoi, en gros, voilà, ce qui rapproche tous les peuples, c'est la viande salée. La viande salée. En Charente, on appelle ça un beurre-ligou. Ah bah tu vois, voilà, c'est ça. Non, la viande salée, c'est bien, ça rapproche les gens, c'est l'inverse de la politique, qui sépare les gens, c'est triste la politique. Il faut plus de viande salée, moins de politique, voilà, c'est ça. Avec 5 fruits et légumes par jour, je veux pas d'emmerde avec les syndicats des cardiologues, mais je sais pas pourquoi je raconte ça, je procrastine, voilà, puisque pour vous annoncer depuis tout à l'heure, évidemment, que le bannissement de Trump vient d'être annulé, bien entendu, après mûre réflexion, bien sûr, Elon va laisser revenir l'ancien président. Non, je mens, il a fait ça n'importe comment. Je rappelle qu'il a dit quand même qu'il voudrait mettre en place un grand conseil de sécurité pour Twitter, tu sais, un truc qui rappellera un petit peu la Cour suprême de Facebook, qui pourrait donc se prononcer sur les grandes questions, comme le retour d'un président qui croule sous les procès, qui a tenté une insurrection, ce genre de choses. Mais non, là, il a fait un vieux sondage Twitter, et hop, voilà, Donald est de retour. Donc, il y a eu 15 millions de votants. Le oui a gagné 52 contre 48%, 2% d'avance, c'est pas si énorme, surtout si on considère, comme Elon l'a claironné pendant des mois, que 20% des utilisateurs de Twitter sont des bots. Donc combien de bots ont voté ? Si on a 20% d'incertitude, c'est vrai que 2% d'avance, c'est un peu léger. Mais bon, Osef. De toute façon, il avait déjà ramené des personnalités conservatrices connues comme Kathy Griffin ou Jordan Peterson. Donc l'agenda politique de Musk, il est assez clair depuis le début de toute façon. Pour le moment, Trump a assuré qu'il allait pas quitter Truth, n'est-ce pas, qui est son réseau minuscule, mais bon, qui est probablement désormais en meilleure santé financière que Twitter. Et bon, après, voilà, on verra, Trump reste Trump, donc il va revenir dans la course électorale, il ira sans doute là où il fera le plus de bruit, quoi qu'il en dise. Si c'est Twitter, ça sera Twitter, puis ça enragerait Musk, il faut le dire. Le retour de Twitter, ça serait quand même une aubaine dans l'état actuel des choses. Ça ferait un coup médiatique absolument monstre, ça achèverait de faire de lui le chouchou des républicains, ça serait un bon investissement, surtout s'il gagne en 2024, ce qui est malheureusement possible. Ça rendrait Twitter irremplaçable pour toute une frange d'utilisateurs, voilà. En tout cas, pour le moment, ça serait un bon coup marketing, bien meilleur pour Elon que pour Trump d'ailleurs. Mais moi, par contre, j'ai déjà mal à la tronche pour 2024. Ça va être complexe, cette affaire. Oui, il a annoncé effectivement sa candidature, Elon Musk. Ça me laisse pantois quand même, ces circonstances. Elon Musk, il a annoncé ses candidatures ? Donald Trump, pardon. Je serais qu'à moitié surpris. Oui, c'est pas faux. Non, Donald Trump est dans une indifférence assez remarquable, je crois. Ça a été mentionné, mais ça n'a pas non plus fait l'objet d'une bombe d'actualité. J'ai pas l'impression que les Américains soient hyper réjouis à l'idée qu'ils se représentent globalement. Non, mais il y a des soutiens. Là, les Républicains vont se bouffer le foie entre eux, donc déjà, ça va faire un petit moment popcorn, mais bon, après, on verra. Ah là là. Il y en a d'autres qui licencient, Guillaume. Oui, puisqu'on est dans la litanie des licenciements, Amazon a officialisé ces 10 000 licenciements qui ont déjà commencé dans la branche hardware, donc Echo, Kindle, Tablet Fire, etc. Il y en aura aussi chez Luna, donc le service de cloud gaming que tout le monde a oublié. Il y a Alexa Marketing, Alexa AI. Et d'ailleurs, comme on le disait, Amazon confirme que il est énorme, puisqu'il a annoncé employer 1,54 million de personnes. Je sais pas si la dernière fois on avait estimé qu'il y avait plus de 2 millions de personnes qui travaillaient, donc c'est vraiment énorme. Donc ça fait beaucoup, et du coup ça fait une grosse marge pour licencier encore plus, et Andy Jassy a annoncé d'ailleurs via un mémo qu'il y aurait sans doute d'autres coupes en 2023, d'autant qu'on a pu découvrir les chiffres assez peu flatteurs d'Alexa, qui expliquent aussi peut-être pas mal de changements. D'un point de vue économique, Alexa est, je cite, un colossal échec qui va perdre encore 10 milliards cette année. On avait un peu discuté de la difficulté probable de monétiser un service comme Alexa, et bien on l'avait peut-être même sous-estimé, puisque en presque 10 ans, le service a jamais rapporté un copec. Il a perdu énormément d'argent. Amazon, bon, évidemment, était assez riche pour le subventionner jusqu'à présent. Les Echo, d'ailleurs, se vendent très très bien, mais ils se vendent à prix coûtant, donc ils rapportent que dalle. Alexa c'était un petit peu le bébé de Jeff Bezos, et depuis que Jeff est parti, bon, ben voilà, c'est un peu moins le cas. En 2019, Amazon s'est creusé la tête pour rentabiliser tout ça, pour essayer de rentabiliser ça, et ils y sont pas parvenus du tout. Et Andy Jassy, lui, ben, il commence à plus trop apprécier de voir les milliards lui passer sous le nez, s'envoler comme ça, tu vois, dans le contexte actuel. Donc il se dit, évidemment, officiellement, toujours convaincu de continuer Alexa, mais ça n'empêchera pas de lui serrer la ceinture, peut-être jusqu'à l'étouffer, je sais pas, c'est peut-être son plan. On verra. Pour le coup, Google Assistant doit avoir les mêmes problèmes. D'ailleurs, et Google a aussi réduit la voilure aussi au Google Assistant, on en avait parlé. Les assistants sont rigolos, mais ils rapportent rien. Donc voilà, est-ce qu'ils vont se retrouver à la rue ? Je sais pas. En tout cas, la vague de licenciements actuelle est spectaculaire et
ce qui est assez notable et voilà, il faut regarder un peu plus loin, elle touche de manière particulièrement dure le secteur de la tech. Parce que si tu regardes pendant le mois d'octobre aux États-Unis, de manière globale, les entreprises ont dans l'ensemble embauché plus que prévu. Et pourtant, encore HP, aujourd'hui, a annoncé en marge de ses résultats qu'il allait lui aussi restructurer et se séparer de 4 à 6 000 salariés d'ici 2025 pour économiser 1,4 milliard de dollars par an. Donc, l'incertitude économique dont parle Andy Jassy, en fait, c'est peut-être la fin d'une époque. Faut dire, franchement, depuis 20 ans, ça marche super bien pour la tech. Après, il y a un petit passage à vide vers les années 2000, mais le secteur est sorti à peu près indemne de la crise des subprimes. Ils ont été portés par la démocratisation d'Internet et des smartphones. Il y a eu l'émergence des réseaux sociaux, celle de la gig economy, d'Uber à DoorDash dans les années 2010. C'était très symptomatique d'une économie où la croissance était beaucoup plus importante que les profits. C'était largement renforcé d'ailleurs par des taux d'intérêt faibles ou nuls et des actions qui étaient très hautes. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand les taux d'intérêt sont faibles et les actions sont très hautes ? Les fonds de pension qui doivent trouver des moyens de gagner du fric pour leurs clients, les fonds de pension optent traditionnellement pour des placements sûrs, mais s'ils rapportent que dalle à côté de la bourse qui défonce tout, ils vont investir en bourse, dans les actions, et même dans les startups limite. De toute façon, tant que les actions montent, tu gagnes de l'argent sur la montée des actions, donc c'est pas très grave si la boîte fait pas de bénéfices. Ta valeur, c'est dans ta croissance. Cette logique, elle a continué, et elle a culminé probablement avec le scandale de WeWork. Donc c'était à peu près en 2019. Pour Google et Facebook, qui a un coût marginal très faible, se focaliser sur la croissance, ça passe encore. En plus, dès qu'ils ont mis un petit peu leur business au point, ils ont fait des milliards avec la pub, c'était fabuleux. Mais pour Uber ou WeWork, WeWork, il a des frais comme une bonne vieille boîte de gestion immobilière, parce que c'est exactement ce que c'est. La rentabilité, c'est beaucoup plus rapidement un sujet. Donc après le scandale WeWork, il y a la pandémie qui a porté les valeurs tech vers des sommets déraisonnables. Tu sais que l'action Zoom a perdu 90% de sa valeur par rapport à 2020. Et bon, en 2021, il y a eu le stimulus américain, donc le coup de fouet à l'économie là, qui a continué de soutenir un peu cette philosophie, on croit d'abord et tu feras des bénéfices plus tard. Mais rien ne dure, tu vois. Là, l'argent est plus cher, les taux d'intérêt sont remontés et la rentabilité, c'est devenu le sujet. Donc, en gros, les tarifs subventionnés par les venture capitalistes, qui ont été offerts par Uber ou par Bird et compagnie dans les années 2010, ça c'est terminé. Bird, par exemple, a perdu 95% de sa valeur par rapport à 2019. WeWork aussi d'ailleurs, Lyft a perdu 84%, Uber a perdu 30%. Et puis, il y a aussi le fait que le marché de la tech, il est plus mature, tu vois. Une fois que tous les gens qui sont susceptibles de l'être sont sur Facebook ou sur Netflix, ou la croissance annuelle à 2 chiffres, ça s'arrête. Donc évidemment, l'embauche suit la croissance, quoi. Donc quand elle est très rapide, quand l'argent coule à flot, on embauche à tour de bras et on débauche chez la concurrence, on paye bien, on essaye d'avoir toujours le max de staff pour avoir l'avantage sur la concurrence. Par contre, quand ça s'arrête, ça donne ça. Il est donc possible que les licenciements en tech soient pas terminés du tout. Alors, la note positive, je suis super optimiste cet épisode, c'est que ça continue à embaucher dans d'autres secteurs. Et que du coup, il va y avoir une main-d'œuvre qualifiée et compétente qui va pouvoir travailler sur autre chose que dans des grandes boîtes tech, en fait. Et parce que les grandes boîtes tech avaient tendance à sécuriser systématiquement les meilleurs ingénieurs possibles. Et donc finalement, on pourrait avoir des bons ingénieurs qui vont dans d'autres secteurs, dans lesquels ils pourraient avoir une très grosse valeur ajoutée, voire même supérieure à celle des boîtes tech qui concentraient tous les cerveaux. Donc on pourrait avoir des gros changements de régime, économiquement parlant. Après, évidemment, il faut voir à quel point... Tu penses à quel secteur ? La santé, peut-être, même si. Ouais, bien sûr. Mais tout ce qui est pas GAFAM, en fait, parce que quand on parle de tech, on parle souvent des très très grosses boîtes, mais finalement, il y a plein d'autres trucs. Effectivement, il y a le secteur de la santé, mais il y en a plein. Ça. Parce que c'est vrai aussi que ces grandes entreprises de la tech, elles étaient aussi force d'innovation peut-être par certains aspects sur certains domaines, notamment la santé, même si évidemment c'est assez timide à l'échelle de tous les besoins qu'il y a dans le domaine de la santé et de la médecine. Ce que faisaient les GAFAM finalement, quand tu regardes avec du recul, c'est peut-être assez anecdotique. Mais oui, j'imagine qu'il y a plein de secteurs qui en profiteront. Tu sais, il y a une réflexion en t'écoutant regarder ça en prenant un petit peu de hauteur et on regarde ça sous l'angle de l'histoire de la tech. Finalement, je me rends compte à quel point le Covid-19 qui est arrivé et que tu avais toi-même décrit comme étant un signe noir, CYGNE noir. Réécoutez les épisodes de début 2020 pour bien comprendre de quoi on parle. C'était
vrai, on se rendait pas compte dans quelle mesure, parce que quelque part ce virus il a été salvateur, ou plutôt il a été source de beaucoup de bienfaits pour le monde de la tech quelque part. On a dit pendant les confinements et quand les confinements se sont succédés, à quel point la tech elle était renforcée. On le voyait au travers des résultats, mais quelque part ça faisait même c'était très logique de voir des entreprises qui apportaient du service pour des personnes qui sont plus aussi librement amenées à se rencontrer dans la vraie vie. Et quelque part, ça a eu un effet un petit peu soirée arrosée qui te fait bien marrer, qui te donne bien la pêche. Mais derrière, il y a une grosse gueule de bois, parce que si je comprends bien aussi, je sais pas si tu partages cette vision-là, le Covid-19 a été autant source d'éléments très positifs pour le monde de la tech, mais a aussi amené à beaucoup rationaliser les choses après coup, après les confinements. Et peut-être que l'analyse d'ailleurs de Mark Zuckerberg était très juste quand il a annoncé les licenciements, en disant voilà, les conditions étaient hyper favorables, il fallait recruter, etc. Mais on a recruté trop vite en s'imaginant que les conditions seraient durables, et c'était pas le cas. Je sais pas si tu partages aussi cette vision-là. Oui, oui, c'est ça. C'est effectivement le Covid, ça a été effectivement une envolée de tous les trucs, mais voilà, ça a pas duré quoi. Et ça, apparemment, ça a été assez mal anticipé. Faut bien le dire. Bon, qui aurait pu, en tout cas, prétendre savoir ce qui allait se passer sur ce sujet? Prudence et mère de sûreté, mais bon, quand t'as la tête dans le guidon et que tu reçois des milliards, ça aide pas à réfléchir. Allez, on va passer un petit peu à une rubrique jeux vidéo pour conclure cet épisode, Guillaume. Oui, un petit tunnel Nvidia où on revient rapidement sur le Cablegate de la 4090. C'est vrai ça, alors, ça fond pas? Eh ben écoute, ça fond pas souvent. Donc oui, un petit point à rassurer tous les millionnaires qui envisagent d'acheter une 4090 pour Noël. Tout d'abord, l'incident est rare, environ 100 cas sur 100 000. Il touche tous les modèles de câbles, donc c'est pas la peine de se casser la tête. Et pour finir, c'est votre faute. Voilà, c'est tout. C'est la conclusion de l'étude des experts. On le tient mal? Il l'avait dit à l'époque. C'est ça, mais c'est ça, si vous enfoncez mal la prise ou que vous mettez des miettes d'Oreo dedans, ça peut fondre, voilà. C'est qu'elle chauffe beaucoup, cette mignonne petite GeForce de poche, donc il faut éviter de forcer trop dessus et surtout de travers. Bon, en gros, comme souvent, le problème résiderait entre la chaise et le clavier. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait des classes, qu'il y ait une class action déjà en route, mais enfin bon, globalement, c'est ça la conclusion. Alors sinon, la petite sœur, quand même, la RTX 4080 est sortie aussi pour se faire exploser la tronche à peu près partout sur Internet. Alors attention, dans l'absolu, la 4080, c'est une carte qui est très cool, qui est très puissante, qui explose une 6800 XT de presque 2 fois. Elle est dans les 40% plus puissante d'une 3090, donc elle est très bonne, évidemment, ray tracing. Elle a des LSS3, tout ça. Mais bon, le problème, c'est qu'on n'habite pas dans l'absolu, et que dans la réalité, je déplore qu'on n'habite pas dans l'absolu, ce serait cool, mais bon, dans la réalité, il faut donner de l'argent pour avoir ces objets-là, et que là, du coup, c'est pas du tout la même conclusion, parce que, rappelons que le prix le prix plancher d'une 4080, c'est $1,200. Le prix plancher, parce que le prix c'est la Founders Edition, et en fait, le prix des cartes par les autres constructeurs, il est presque toujours plus élevé. Et comment dire, déjà, si vous êtes prêt à lâcher $1,200 sur une 4080, lâchez plutôt 1,600 sur une 4090 parce qu'elle est 1,5 fois plus rapide, alors qu'elle est que 1,3 fois plus chère. Donc, on se retrouve dans la situation ubuesque où le meilleur rapport performance-prix se retrouve dans le super haut de gamme, ce qui arrive jamais, normalement. Une 4090, c'est 2 fois plus puissant qu'une 3090, pour seulement $100 de plus. C'est super bizarre. Bon, en tout cas, de son côté, là, la 4080 est une anomalie en fait. En 2016, une 1080 coûtait $600, une 2080 coûtait $700, la 3080 aussi, et là, la 4080 coûte $1,200. Donc évidemment, il y a l'inflation, mais enfin 71% d'inflation, ça fait quand même vraiment beaucoup. Donc il n'y a aucune raison d'acheter la 4080, et d'ailleurs officiellement, il se murmure qu'elle se vend pas bien. C'est pas bizarre, étant donné qu'une bonne vieille 3080 représente un meilleur rapport performance-prix en fait. Et les 3080, enfin voilà, c'est... Alors, il s'en trouve sur LDLC, des 4080, pardon, donc vous en retrouvez actuellement sur LDLC autour des 1500 à 1800 €. Alors que sur le Bon Coin, vous avez d'ailleurs des 3080 qui sont 3 fois moins chères, alors qu'elles ne sont que 1,5 fois moins puissantes, donc comme je disais, un rapport performance-prix meilleur. Donc la 4080, c'est une déception quand même, parce que c'est la carte mainstream normalement, tu vois. Autant les 90 Ti, c'est des animaux exotiques, mais les 80 et les 60, c'est le cœur du marché, surtout les 60 en fait. Et là, il faut lâcher un SMIC et demi, 2 SMIC pour une carte graphique, franchement, tu vois. Bon, après, c'est peut-être le but, forcer les acheteurs à se tourner vers les stocks de cartes ancienne génération pour virer justement les surplus. C'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça qu'AMD, d'ailleurs, prend évidemment toute proportion gardée un peu le même chemin que Nvidia. C'est moins marqué, mais enfin, quand même, la 7900 XT, elle est à $1,000 et elle est donc presque 40% plus chère que la 6800 XT qui était le top de l'ancienne génération.
Bon, écoute, voilà, le cru des cartes graphiques, quand même, 2022, refroidit un peu les ardeurs, pour l'instant, faut le dire. Ouais, l'âge d'or des cartes graphiques, il est là. Enfin, l'âge d'or. En fait, oui, c'est le consommateur. Il doit être rempli d'or pour pouvoir acquérir la carte graphique. De ce point de vue-là, ouais, c'est clair. C'est ça, pour ça que c'est l'âge d'or. Un petit mot aussi du côté de chez Niantic qui a proposé un casque de réalité augmentée. C'est vrai qu'on associe souvent Niantic à réalité augmentée parce que Pokémon Go. Je suis toujours un peu circonspect parce que quand même l'apport de la réalité augmentée dans Pokémon Go, elle est réelle mais pas convaincante sur le plan graphique. Pour moi, la réalité augmentée dans Pokémon Go, c'est simplement le fait que quand tu te déplaces physiquement, ton déplacement réel a des impacts dans le jeu. Pour moi, c'est ça la réalité augmentée. Et pour autant, on l'associe souvent au fait que tu as le petit Pokémon qui vient sur impression de ta caméra. Je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Pokémon Go qui désactivent cette fonctionnalité parce que ça bouffe vachement de batterie au quotidien quand ils y jouent, pour ceux en tout cas qui continuent à y jouer. Mais bon, en tout cas, parenthèse fermée, Guillaume, Niantic propose un casque de réalité augmentée. Et oui, c'est plutôt une paire de lunettes de réalité augmentée. C'est une démo en vidéo d'une paire blanche et relativement compacte de lunettes qui sont basées sur une puce Qualcomm AR2 Gen 1, qui est la première puce du constructeur qui soit dédiée spécifiquement à la réalité augmentée. Donc c'est une puce qui est très sobre, qui consomme moins d'1 watt, qui serait donc plus efficace que le XR2 en termes d'efficacité énergétique. Le XR2 qu'on trouve dans le MetaQuest 2, et donc cette puce-là, la AR Gen 1, sera compatible Wi-Fi 7. La démo montre donc des gens qui ont l'air de s'éclater sur des jeux en réalité virtuelle, en réalité augmentée, voilà, comme Pokémon Go un petit peu. Donc ils sont dans la rue, avec leur casque, comme dans Sword Art Online Ordinal Scale, pour ceux qui aiment bien, mais probablement sans l'histoire de deuil déchirante qu'il y a dans Sword Art Online Ordinal Scale. La démo montre des combats de robots, des sortes de jeux de piste, mais surtout des combats de robots, parce que c'est vrai que c'est vendeur, les combats de robots. Est-ce que t'es vendu, toi? Parce qu'effectivement, il y a ce double aspect. Il y a les robots qui sont plutôt convaincants, c'est plutôt bien foutu. Et évidemment, ils sont conscients de leur environnement, dans le sens où voilà, on voit un truc qui grimpe un mur, par exemple. Et évidemment, il y a cet aspect géographique, de positionnement géographique. Et c'est là-dessus, en fait, que Niantic a mis énormément d'argent depuis assez longtemps. Bon, je sais pas, est-ce que t'es vendu, toi? Est-ce que tu mettrais ce genre de casque? Console Niantic? Pas trop. Okay. Il y a tellement de questions qui arrivent du coup, tu vois, derrière. C'est quoi l'autonomie? C'est quoi le prix surtout? Tu vois, bien tu sûr, vas parler bien du sûr. prix des cartes graphiques. C'est quoi le prix? Si ça reste un jeu que tu peux, enfin un casque accessible et dans lequel tu as effectivement plusieurs éléments ludiques et puis des usages au quotidien pour le géoguidage, etc. Pourquoi pas? Mais franchement, je reste encore une fois tellement sceptique sur ces évolutions en 2022, en tout cas pour de la réalité augmentée, que je sais pas. Demande à voir. Et c'est pareil, les vidéos, c'est les vidéos qui ont été choisies, donc on imagine qu'elles sont particulièrement bien et qu'il y a plein de cas où ça fonctionne pas si bien. Imaginons en tout cas que ça fonctionne globalement comme ça. C'est pas non plus fou, Quand tu regardes les images, il y a beaucoup de trucs qui tremblent, qui sont un peu approximatifs. Je sais pas. Et toi, ça t'intéresserait, toi? Tu verrais un renouvellement comme ça dans ton intérêt du jeu en réalité augmentée avec ce type de produit, justement? Pas tellement. Moi, je joue plus à Pokémon Go depuis très très longtemps. Et tu joues ça me encore? manque pas plus que. Non, je joue plus à Pokémon Go depuis très longtemps. Et bon, très honnêtement, non, je sais pas. Voilà, ça m'a pas non plus transporté. Soyons clairs, c'est pas Pokémon Go, c'est vraiment le développeur de Pokémon Go. Et là, c'est vraiment un casque avec plein d'usages divertissants possibles qui sont décrits. Mais bon. Non, puis faut voir des gens dans la vraie vie. T'imagines Quelle horreur, mon Dieu. Si en plus ils veulent nous amener à sociabiliser, mais c'est ça, c'est n'importe quoi. Merci Guillaume beaucoup pour ta préparation de cet épisode 298 de Tech Café. Restez abonnés, comme je vous le disais, pour avoir accès à l'épisode supplément où on vous parlera vraiment pas de Twitter et d'Elon Musk. C'est promis, on a fait notre boulot pour l'épisode hebdomadaire. Dis pas ça, on sait jamais s'il fait encore une connerie d'ici la semaine prochaine, ce qui est probable. T'as raison. Vraiment. Bon, en tout cas, dans le supplément, on va vous parler un petit peu d'autre chose. Donc, restez avec nous. Et puis surtout, si le podcast vous a plu, vous a diverti, vous a informé, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Toutes les infos sont évidemment présentes. Rendez-vous sur techcafé.fr, dans les commentaires, sur le serveur Discord, comme je vous le disais en intro. Et puis, peut-être rendez-vous ailleurs, notamment, quelque part, tu vas nous dire tout de suite où, Guillaume, on peut te retrouver sur Internet. Non, mais on me retrouve un gentleman victorien grâce à l'AI de Time Machine, je sais plus quoi.
de MyHeritage, MyHeritage, machin, c'est truc, ça, c'est évidemment, MyHeritage. évidemment. Bien entendu, moi aussi, je pense, il faudra que je teste quand même ce truc parce que, je sais pas, il y a un côté satisfaisant, je pense, à faire cet exercice-là. Merci beaucoup, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur Twitter, sur Mastodon, sur les réseaux sociaux en général, et dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.